Ravi de vous retrouver sur School TV, le mag 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans École du Monde, on prend la direction d'Haïti. Vous le savez, chaque semaine, on s'intéresse au système éducatif d'un pays. Alors, comment fonctionne-t-il en Haïti? Quelles sont les particularités? Vous saurez tout grâce à Mathilde Wessels. La rentrée scolaire a été repoussée au 3 octobre dernier. Pourquoi? Les élèves ont-ils repris le chemin de l'école? Nos invités répondront à ces questions. Et Haïti a été touché ces dernières années par de nombreux séismes et ouragans. Comment les catastrophes naturelles ont-elles impacté le système scolaire? Vous le verrez. Voici tout de suite mes invités en plateau. Martin Dumay, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Haïti en cœur. Merci d'être avec nous. Merci à vous de bien recevoir. Et en Skype, Harrison Delva, professeur d'anglais à Haïti et président de l'association Haïti Helping Hands. Merci d'avoir accepté notre invitation, Harrison. Merci à vous aussi, c'est un plaisir. Et c'est parti pour la loupe avec Mathilde Wessels. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors parlez-nous du système scolaire en Haïti. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que le système haïtien est calqué sur le modèle français. Il s'agit d'une ancienne colonie française et ensuite les premiers dirigeants haïtiens ont pensé l'école malheureusement sans prendre en compte la classe populaire, ce qui va créer de grandes inégalités dans les années futures et on le voit aujourd'hui. D'énormes aussi disparités sont à observer depuis les années 79-1980. On pouvait couper la carte du pays en deux avec d'un côté les écoles urbaines et puis de l'autre les écoles rurales. Alors les écoles urbaines étaient gérées par le ministère de l'Éducation nationale, tandis qu'en milieu rural, les écoles étaient gérées par le ministère de l'Agriculture. Donc on peut imaginer les disparités déjà entre les deux écoles. On commence donc avec le préscolaire qui n'est pas obligatoire et qui concerne les enfants de 3 à 5 ans. Alors, si ce n'est pas obligatoire tout de même, depuis 2007, l'État haïtien a souligné l'importance de cette étape pour bien préparer les enfants à la suite de leur scolarité et combattre tant bien que mal l'échec scolaire. Ensuite, les écoles primaires scellent les inégalités qui étreignent le pays. Le taux de fréquentation n'est pas des plus élevés, il est de 67%, mais 30% atteignent seulement à la fin du système primaire. Et comment est organisée l'école primaire? On parle de cycles, c'est ça? Oui, alors c'est un peu difficile, je ne vous le cache pas. C'est que pour nous en France, les cycles c'est un peu compliqué, mais je vais essayer d'être claire et puis nos invités évidemment préciseront les choses. L'école primaire donc compte 3 cycles. Les 2 premiers cycles vont de la première année fondamentale, donc chez nous c'est-à-dire le CP, à la 6e année fondamentale, la 6e en France. Ils sont obligatoires et gratuits. Ça concerne, pour les écoles publiques, je précise, ça concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans. Le premier cycle dure 4 ans et le deuxième 3 ans. Le 3e cycle, lui, regroupe les 3 premières classes du secondaire. Attention, après il y a une interrogation. C'est-à-dire le collège. Après 3 ans de scolarisation, les élèves passent un examen officiel de la 9e année qui donne accès à l'enseignement secondaire du territoire. Mais la réalité aujourd'hui tout de même en Haïti est que la quasi-totalité des écoles fondamentales n'ont que les 2 premiers cycles. La 3e, bien souvent, passe à la trappe. Et l'enseignement secondaire correspond au lycée en France. Ouais. Les élèves sont-ils nombreux? Non. Seulement 20% des enfants d'une classe d'âge y sont inscrits. C'est totalement dérisoire. Et quelle est la place de la langue d'enseignement? Alors c'est la langue créole qui est désormais reconnue comme langue d'enseignement dans le système éducatif haïtien et c'est très récent, depuis août dernier pour le préscolaire donc du CP Océan et puis ensuite le français se rajoute au créole. Les 2 langues y sont donc enseignées. Et quelle est la place de la religion dans l'école? Alors une place assez importante notamment en termes de gestion car en Haïti un partenariat entre l'État et l'Église catholique s'est mis en place. Ça date du 19e siècle tout de même et c'est justement ce qui va jouer sur ces inégalités car les écoles publiques gérées par les congrégations chrétiennes sont les mieux loties et en plus des écoles nationales gérées par ces congrégations chrétiennes, l'Église catholique peut aussi instaurer des écoles privées dans tout le pays. Alors c'est en partie pour cela que les familles qui ont les moyens envoient leurs enfants à l'école en République dominicaine située pas très loin d'Haïti et pour terminer, Haïti fait partie, on le sait, des pays les plus pauvres au monde. On compte
un grand nombre d'enfants domestiques, d'enfants qui vivent dans des familles extrêmement pauvres et donc n'ont pas accès à l'école car il faut travailler au lieu d'étudier. Ça, on le voit dans pas mal de pays, malgré le fait que le droit à l'éducation soit inscrit tout de même dans la Constitution. On compte plus de 300 000 enfants de 6 à 14 ans qui ne sont pas scolarisés sur le territoire. Près de 500 000 enfants de 5 à 18 ans sont totalement exclus du système scolaire en Haïti. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces informations. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec mes invités, Martin Dumay, président de l'association Haïti en cœur, et Harrison Delva, professeur d'anglais à Haïti et président de l'association Haïti Helping Hands. Martin, pourquoi la rentrée scolaire a été repoussée au 3 octobre ? Alors, c'est un climat d'insécurité total qui sévit en Haïti avec des gangs armés qui prennent le pays en otage. Il faut savoir que Haïti, c'est un pays compliqué au niveau politique et qu'il y a 2 ans environ, le président a été assassiné. Et depuis lors, il n'y a pas eu d'élection. Donc, les gangs et la mafia en ont profité pour prendre le pays en otage et le gouvernement était puissant par rapport à cette situation. Harrison, vous êtes en Haïti actuellement. Les élèves ont-ils repris le chemin de l'école ? Je dirais timidement. Non seulement c'est une petite minorité, si je peux me permettre de le dire ainsi, et ensuite ils le font en civil ou encore avec leurs vêtements normaux. C'est comme s'ils ont encore une peur de ne pas être, je pourrais dire, pris par je dirais, comme je l'ai dit à M. Dumay, des kidnappeurs, encore des gens qui sèment la bagaille, quoi. Je pense que c'est ça ce que nous avons comme problème. Oui, ça s'est repris, mais timidement, et puis les enfants, la petite minorité des enfants qui vont, c'est avec des vêtements normaux. Alors Martin, selon la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, le droit à l'éducation est fondamental et doit rester inviolable même en temps d'instabilité. L'insécurité, c'est un véritable fléau pour l'éducation haïtienne ? C'est un véritable fléau dans la mesure où les gangs armés, ils terrorisent la population. Donc c'est une situation où ils deviennent eux-mêmes un État dans l'État. Et donc, c'est eux qui décident quand la population peut sortir et vaquer à ses occupations. C'est eux qui décident si l'école peut s'ouvrir ou pas. Donc, il y a des jours où les gangs autorisent la population à aller à s'acheter à manger. Donc, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, effectivement, l'école devient nettement secondaire. Un écolier a été d'ailleurs blessé le 4 novembre 2021 par balle en pleine classe. Harrison, comment peut-on éduquer les jeunes quand il y a des problèmes sociaux ? Je dirais même que l'éducation, c'est un package, encore, c'est tout ce qui permet à l'être de s'épanouir dans le vrai sens du terme. Sincèrement, c'est un problème qu'il faut essayer d'adresser dans son noyau. Mais je dirais que ça persiste encore et vous avez raison, on ne peut pas se permettre d'éduquer, je peux dire, les enfants dans ce climat-là. Okay, c'est pas du tout convenable. Et je pense que même ceux qui envoient leurs enfants avec des vêtements normaux, ils ont peur. Ils ont peur que leurs enfants puissent recevoir une balle encore, une projectile. C'est un climat désastreux ici. Je pense que pour le moment, ça ne va pas du tout, mais on essaie de faire avec je pourrais dire, le plus qu'on a, les moyens du bord. Et il y a également des problèmes de catastrophes naturelles avec les séismes de 2010 et de 2021 et l'ouragan Matthew en 2016. Martin Dumay, vous avez d'ailleurs créé votre association Haïti en cœur. Après l'ouragan Matthew en 2016, quels sont les objectifs de votre association ? Alors, il faut savoir que, pour compléter d'ailleurs la question de tout à l'heure, que malgré le climat d'insécurité totale, et la population haïtienne est très courageuse et demande à une
forte demande pour l'éducation de ces enfants et prend beaucoup de risques en envoyant ces enfants sans uniforme, comme le précise Harrison. Et même si tous ne prend pas le risque, mais la demande est encore forte et il défie ces gangs armés. Hein. Et donc, le climat, effectivement, et la nature ne nous favorisent pas non plus. Donc, à plusieurs reprises, on a eu des tremblements de terre et donc les cyclones, c'est quasiment annuellement. Et en 2016, le cyclone qui est passé a ravagé complètement le sud du pays. Et moi, j'étais établi en France depuis quelques années déjà. Et donc, j'avais un réseau que je pouvais mobiliser. J'ai décidé donc de mobiliser ce réseau et nous nous sommes réunis et avons fondé cette association en 2017, mars 2017, et la vocation de l'association, c'est d'apporter de l'aide infrastructurelle à des écoles. Donc actuellement, nous avons 3 écoles que nous aidons, notamment nous avons mené des projets d'électrification de ces écoles avec des panneaux solaires, parce qu'en Haïti, le courant électrique, l'électricité, ça laisse à désirer. Donc, nous avons aménagé des salles informatiques, des salles de bibliothèque. Nous récoltons des livres, des ordinateurs ici. Nous envoyons là-bas. Nous aménageons les salles de classe. Nous avons des projets sur l'eau potable, nous avons des projets nous avons eu un projet qu'on a terminé sur l'aménagement d'un réfectoire dans une école où il y a un petit orphelinat à côté. Donc voilà, concrètement... Grâce à votre association, des élèves victimes de l'ouragan ont pu retourner à l'école. Tout à fait. Donc il y a une école au Caille, au sud du pays, qu'on a pu remettre sur pied. Et puis après, on s'est reconcentré sur des endroits où on avait des contacts directs pour essayer d'aménager les salles de classe et d'aménager les structures scolaires pour que les écoles puissent offrir une meilleure éducation aux élèves. Harrison Delva, vous êtes également présidente d'une association Haiti Helping Hands. Parlez-nous de votre association. Merci beaucoup. Il faut dire que nous avons moins d'1 an. Nous œuvrons avec les enfants qui n'ont pas une maman à la maison, qui n'ont pas un papa, qui n'ont personne à leur secours. Ces enfants-là, je les trouvais dans les rues durant les heures de classe. Je me suis dit, je travaille là où il y a des gens qui ont du cœur. Je travaille dans une maison de famille jusqu'à 7 ans. Il faut quand même que j'en profite de faire équipe avec ceux qui sont autour de moi. Il y a également des étrangers, également des Haïtiens comme moi. On se permet d'aller vers ces enfants-là, de parler avec eux, de les interviewer, encore de savoir ce qu'ils travaillent, pourquoi est-ce qu'ils sont en rue, pourquoi est-ce qu'ils sont, je pourrais dire, dans la rue, durant les jeux de classe. Et je crois que vous avez certains interviews de leur part, et sincèrement, c'est désastreux. Écoutant leur histoire, écoutant l'histoire de ceux de leurs tuteurs, c'est très grave. Je me suis dit, il faut sincèrement que l'on fasse quelque chose. C'est ainsi que l'on lance Haiti Helping Hands, encore Haiti Helping Hands. C'est dans ce style-là, on commence avec ces enfants-là, on a une page Facebook, on récolte des fonds. Ensuite, on commence à faire l'uniforme de ces enfants-là. Nous avons environ 30 enfants et on les retrouve du côté de Soligo, un quartier situé à Delma 24. Vous n'êtes pas en Haïti, mais je vous donne l'adresse. Et ensuite, ces enfants-là, ils sont, je dirais, démunis. Pour le moment, on se focalise seulement sur l'éducation. Mais sincèrement, c'est un package qu'on veut leur accorder, parce que l'éducation, c'est pas seulement aller à l'école, c'est pas seulement
avoir des documents, mais c'est également avoir une maison, on peut également avoir des gens qui sont là pour vous aider, on peut également avoir de la nourriture, bien sûr. Alors, en ce moment, nous sommes un peu jeunes, nous avons beaucoup de choses dans notre package. Nous permettons de leur donner d'abord l'éducation, de leur trouver des écoles, de leur payer leur écolage, de leur accorder des documents. Et tout ceci est possible grâce aux dons que l'on a reçus du côté des Facebook, du côté des gens qui sont autour de nous en Haïti, donc, du côté de là où je travaille avec les gens. Il y a également des étrangers, comme je vous ai dit tantôt. Et ensuite, je dirais qu'avec, disons, la refermeture, parce qu'on devait quand même ouvrir les écoles à partir du 18 octobre dernier, mais avec la refermeture, on est obligé de faire marche arrière à cause de l'inactivité, à cause de tout ce qui se passe comme problème. C'est ça le problème, c'est ça quand même qui nous ronge un peu. Mais écoute, ça marche à petits pas. Et on a, comme je vous ai dit, avec la reprise des classes, d'une manière timide, mais on attend encore des donneurs, on attend encore, je pourrais dire, des gens qui sont intéressés à nous faire part de leurs dons en matériel ou encore en argent, et histoire que l'on puisse continuer à accompagner ces enfants-là qui ont tant besoin d'éducation, qui ont tant soif d'être parmi leurs camarades de classe, d'être parmi des gens qui leur apprennent d'être pour qu'ils puissent devenir quelqu'un de meilleur pour le pays. Mathilde, vous avez une question? Oui, j'aimerais savoir ce que propose l'éducation nationale haïtienne aux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école à cause, vous l'avez dit, des gangs armés qui gangrènent le pays. Que propose l'éducation nationale? Harrison pourra peut-être donner une réponse plus précise, mais je ne pense pas qu'il y ait une véritable proposition. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Harrison, peut-être? Oui. Il faut dire que c'est un peu unique, mais paraît que même l'éducation nationale est paralysée à cause de la terreur des gangs, à cause de tout ce qu'ils ont fait, parce que, comme me disait tantôt mon ami, sincèrement, ce sont les gangs qui ont l'autorité de vous dire, vous savez, oui, il faut sortir à telle ou telle heure, il faut rentrer à telle ou telle heure. Parce que moi, c'est moi qui commande maintenant. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'école. On ferme ça, on ne peut pas, vous ne pouvez pas quand même vaquer à vos occupations. Et non, il n'y a rien comme proposition du côté de l'éducation, du côté du ministère de l'Éducation nationale, parce qu'eux aussi, ils se sont théorisés encore, ils ont peur. Disons qu'il y a une sorte d'absence d'autorité de la part des gens qui nous dirigent, des gens qui sont plus hauts. Et c'est bizarre, c'est triste, sincèrement, mais non plus, il n'y a pas une sorte de proposition de sortie de crise, il n'y a pas eu de façon d'accompagner les enfants qui reçoivent à l'école, mais qui restent chez eux à cause de la terreur des gangs. Il n'y a pas ça. Donc, je dis que c'était une mafia organisée, du coup, qui prenait en otage l'école en Haïti, en tout cas. Est-ce qu'on peut se permettre de le dire ainsi, puisqu'il n'y a pas une volonté à changer? Donc, les petites actions que posent les autorités haïtiennes, on ne peut pas quand même les sentir, puisque ça me ronge encore, puisque les gangs règnent encore. On ne peut pas se permettre de dire que ça change. Disons que c'est quand même des gens qui se mettent ensemble pour théoriser, pour permettre à pour ne pas permettre à ces enfants de se rendre à l'école. Mais écoute, c'est toute une organisation, c'est toute une équipe qui nous théorise, quoi. Alors, Martin Dumay, quelle est la place de l'école privée en Haïti? Alors ça, c'est la grande... on parlait tout à l'heure d'école inégalitaire. On est en plein dans le sujet parce qu'en Haïti, plus de 90% des écoles sont privées. Alors privées soit dans les mains des congrégations religieuses, soit entre les mains des ONG, soit directement entre les mains de particuliers qui ouvrent des écoles à but lucratif. Donc l'école, ça reste un luxe?
en Haïti? L'école, c'est un luxe en Haïti. C'est un luxe que la majorité de la population haïtienne s'efforce de bénéficier et demande à ce que ça soit à la portée de tous, en fait. Puisque, en dépit de tout, les mamans, les papas, eh bien, ils se sacrifient en fait complètement pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas peur d'envoyer un enfant à l'école sans savoir ce qu'il va manger au cours de la journée. Vous dites que le droit à une éducation de qualité est bafoué. Pourquoi ? Le droit à l'éducation de qualité est bafoué pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a une école à plusieurs vitesses en Haïti. Et c'est-à-dire que parmi ces particuliers qui ouvrent des écoles, il y a ce qu'on appelle les écoles borlettes, de la loterie en fait. C'est une école de très mauvaise qualité où les enseignants ne sont pas forcément formés, où ils reçoivent un salaire dérisoire, où il n'y a pas d'organisation de l'enseignement. Et c'est un droit bafoué aussi parce que l'État haïtien n'est pas en mesure et n'a jamais été en mesure de garantir ce droit à l'éducation gratuite en plus, d'après la Constitution, et obligatoire. Mais l'État haïtien n'a jamais pu tenir ses promesses là-dessus. C'est parti pour l'info en plus avec Mathilde Wessels. Et pour cette info en plus, Mathilde, vous allez nous parler de Rafa House, une organisation internationale qui s'est engagée à mettre fin au trafic et à l'exploitation sexuelle des enfants. Et notamment des petites filles, des jeunes femmes. Il s'agit d'une ONG internationale en Haïti. Malheureusement, beaucoup de jeunes femmes sont victimes de la pauvreté et d'insécurité. Ce refuge situé dans un quartier plutôt tranquille de Port-au-Prince aide les jeunes femmes à se remettre de leurs expériences traumatisantes et reçoivent des soins médicaux, psychologiques, un hébergement et des conseils juridiques ainsi qu'une médiation familiale, puisque l'objectif au bout, si vous voulez, de cette organisation, c'est d'aider chaque femme à retourner dans sa famille au cours de l'année, dans la mesure du possible évidemment. Le refuge peut accueillir pour l'instant 24 jeunes femmes ainsi que leurs bébés, souvent ont eu des enfants, mais un nouveau centre en tout cas est en cours de construction et pourra accueillir cette fois 80 personnes. On estime que 30% des femmes haïtiennes âgées entre 15 et 30 ans ont été victimes au moins une fois d'abus ou de violences sexuelles. Harrison Delva, le trafic et l'exploitation des enfants, c'est également un problème majeur en Haïti? Ce que nous traversons comme problème en Haïti, c'est grave. Sincèrement, c'est tout ce que l'on ne voulait jamais avoir comme rêve. Les enfants, ils se font maltraiter. Je dirais c'est non seulement à cause de ce qu'on a comme problème, disons, essayons d'aller dans le noyau du problème, à cause de ce qu'on a comme problème économique, à cause des parents qui n'ont pas les moyens de leur donner à manger, à cause, je dirais également, de l'État qui n'a pas pu mettre à manger dans l'assiette de ses fils ou de ses enfants. Et tout ceci engendre une sorte de dépendance envers, je dirais, ceux qui ont l'argent, ou encore ceux qui peuvent offrir mieux, ou encore ceux qui ont le pouvoir d'achat. Je pense que c'est un sacré problème et je pense que sincèrement, oui, nous avons le problème de l'éducation, c'est un énorme problème, mais concernant les enfants qui sont dans la rue, ceux que l'on maltraite, ceux que l'on abuse sous toutes les formes, ça règne encore, c'est pesant. Et je pense que l'on traverse une période dans notre vie, c'est hors du commun. Et oui, les enfants, ici, c'est la misère encore. Écoute, ça fait peur, mais il y a
je dis un concept encore, un slogan que l'on appelle Génération 2000. C'est quand même les gens qui sont nés à partir de 99, à partir de 2000 jusqu'à 2003 ou 2004. Ben, ces enfants-là, ben, il y a bon nombre de ceux qui sont ici disent que c'est une génération perdue via à leur pratique, encore vu à leur façon de vendre leur corps encore, écouter, de faire de l'argent encore, d'essayer de faire de l'argent, je dirais. C'est pas leur faute non plus, c'est parce que étant nation, alors étant peuple, étant dirigeant, nous ne leur offrons rien. Nous ne leur, je pourrais dire, donnons rien comme moyen de subvenir aux besoins. Il y a l'éducation qui est bafouée, il y a l'éducation qui s'est arrêtée à cause des gangs qui sèment la terreur. Et maintenant, ben, eux, à leur tour, il faut quand même qu'ils trouvent un moyen de se retirer dans ces problèmes, de se retirer alors, de se trouver un espace encore, d'avoir une place, encore de pouvoir se procurer quelques grains pour subsister. Ben, c'est ça que l'on traverse là comme problème. Et je dirais que c'est énorme et ça nous prendra du temps à faire de remédier à cela. Martin Dumay, quel avenir pour le pays? Vous êtes optimiste? Il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste. Il y a une cinéaste haïtienne qui disait que c'est au moment où l'on voit rien du tout et qu'on est plongé complètement dans les ténèbres qu'il faut garder l'espoir. Donc, je pense que la population haïtienne, si elle est aussi résiliente, si elle est aussi demandeuse d'éducation, c'est parce qu'elle garde encore l'espoir et si elle croit encore en un avenir meilleur. Et moi, je suis obligé, en tant qu'Haïtien et en tant que dirigeant d'association, d'être de leur côté et de leur supporter et de faire en sorte que cet espoir-là ne soit pas un vain mot. Voilà. Eh bien, on va finir avec ces belles paroles. Merci à mes invités, Martin Dumay, président de l'association Haïti en cœur, et en Skype avec nous, Harrison Delva, professeur d'anglais à Haïti et président de l'association Haïti Helping Hands. Merci à vous, Mathilde Wessels, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur School TV.